comme je l'ai indiqué en ouverture du webinaire à midi, la question du consentement est au cœur des réflexions féministes, hein, justement sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on s'autorise à consentir ou pas. Et comme je vous l'ai indiqué, donc, dans le cadre de la mission égalité femmes-hommes, on travaille sur cette notion de consentement avec l'association Sexe et Consentement, mais aussi avec l'appui de collègues de l'université, dont Marlène, qui a été porteuse aussi de cette demande. Et c'est vrai que l'université Grenoble-Alpes, du coup, s'engage sur la mise en place d'une charte du consentement pour les étudiants et les personnels, et on sera accompagné du coup par l'association Sexe et Consentement. Donc, on accueille du coup pour ce moment de 15h30 Marlène Jouan, qui est philosophe, plutôt du côté de la philosophie morale. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elle a un cours, effectivement, sur la notion de consentement en tant que philosophe. Et c'est vrai que la notion d'emprise est déterminante, hein, de mon point de vue, dans cette notion de consentement, et comment on met le curseur entre consentement et emprise, sachant que les questions, voilà, de l'emprise, bon, on va en parler de manière plus théorique, évidemment, avec Marlène, que je remercie vivement à nouveau de participer, et qui est aussi dans les fondatrices du festival Trouble ton genre, hein, animé à l'Arche pendant cette semaine, et puis voilà, dans tout ce qui se met en place. La notion d'emprise, elle est à la fois, voilà, de manière très concrète, visible, alors, dans la société, quand on regarde les mécanismes de violence conjugale, et particulièrement ce qui nous intéresse aussi à l'université. Et là, je parle vraiment en tant que chargée de mission égalité femmes-hommes. J'ai dû tout de suite, j'ai pris que la mission novembre, mais traiter des cas d'emprise entre un enseignant et des étudiantes. Et on est bien sur des questions d'emprise. Et l'argument de l'enseignant était: elles sont consentantes. Et donc, effectivement, le consentement, il me semble, n'est pas perçu de la même manière par tout le monde, et les contours en sont encore flous. Et c'est vrai qu'il y a des situations de hiérarchie, de domination, qui font que l'emprise aussi s'installe, et où effectivement, il met des fois des situations de personnes qui sont dans l'incapacité de sortir de cette emprise par des mécanismes. Et en sortir, c'est des mécanismes très complexes. Donc, ça renvoie aussi à de la psychologie, à de la philosophie. Mais sur ce moment-là, j'avais envie aussi d'un regard plus éthique et philosophique dans le débat aujourd'hui. Mais je vais laisser parler Marlène, qui a fait une présentation et un texte pertinent, intéressant, argumenté sur le sujet. J'en suis sûre qu'on pourra débattre autour de sa présentation. Ok, c'est à moi. Donc bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée, Sophie, ainsi que Violette. Je ne sais pas si elle est parmi nous. Merci à toutes les deux. Bon, j'ai une présentation en gros en 3 parties. Première partie pour essayer de repérer un petit peu les usages récents du terme d'emprise dans le contexte des violences contre les femmes. Une deuxième partie où je m'arrêterai sur un texte de Vanessa Springora, son ouvrage le consentement. Et puis, en dernière partie, on rentrera véritablement... Enfin, je passerai de la notion d'emprise à la notion de domination pour essayer de comprendre la profonde ambivalence, en fait, du consentement. Alors, lorsque Violette et Sophie m'ont invité à participer à votre réflexion sur le consentement et à partir de la notion d'emprise, donc j'ai d'abord, voilà, j'ai tout de suite pensé à cet ouvrage de Vanessa Springora que j'avais lu l'année dernière, peu après sa sortie, en janvier 2020. Et le chapitre 3 de l'ouvrage porte ce titre, hein, l'emprise, le chapitre 4 ou 5, je ne sais plus, s'intitulant La déprise. Et bon, je l'avais lu rapidement parce que Sophie a rapidement fait allusion, mais je donne depuis quelques années maintenant un cours en Master 1 sur l'autonomie et le consentement. Et donc, j'ai pris cette habitude de sauter sur toutes les contributions qui permettent d'alimenter et d'actualiser aussi la réflexion que je partage avec les étudiants. Alors, j'ai pensé à cet ouvrage-là, alors qu'en fait, depuis le début du mouvement MeToo en 2017, qui a mis ou remis sur le devant de la scène publique la question des rapports entre sexe, pouvoir et consentement, ce n'est pas la première fois qu'il est question d'emprise, hein, implicitement d'ailleurs ou explicitement. Alors, je vais prendre quelques exemples donc, qui ont précédé la parution de cet ouvrage.
l'actrice Adia Argento, pardon, qui a été, donc tout ça est public, su et connu, hein, enfin en tout cas on peut retrouver les faits, qui a été violée à 21 ans par Harvey Weinstein en 1997 pendant le Festival de Cannes, puis harcelée sexuellement pendant plusieurs années, toujours par Weinstein. Asia Argento recourt à la métaphore anglaise de l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room, pour décrire la façon dont elle a refoulé la place qu'a occupé ce moment-là et sa relation avec Weinstein dans sa perception d'elle-même et dans son rapport aux autres. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment le truc énorme qui est là, mais que personne ne voit. Parfois, soi-même, on ne voit pas. Alors, on a un autre exemple avec l'actrice Salma Hayek, cette fois, qui a été sexuellement harcelée et menacée de mort aussi par Weinstein, avant et pendant le tournage du film Frida, donc elle avait alors 36 ans. Elle évoque le syndrome de Stockholm. Bon, sans doute, vous devez avoir une idée toutes et tous de ce dont il s'agit, mais en principe, ce syndrome désigne l'attitude d'identification, voire d'affection, que des otages peuvent développer envers leur ravisseur. Donc ça, c'est des usages implicites, si on veut, du concept d'emprise, hein, qui est nommé en fait à travers des métaphores. On a un usage en revanche explicite du terme d'emprise début novembre 2019 sur Mediapart, avec l'actrice Adèle Haenel qui raconte avoir subi de 12 à 15 ans le harcèlement et les attouchements du réalisateur Christophe Ruggia. Donc elle emploie explicitement le terme à propos du tournage du film Les Diables en 2002, lors duquel elle est très isolée de sa famille. Et plusieurs membres en fait, de l'équipe du film reprennent également ce terme-là. Alors, de ces 3 témoignages, il y en aurait bien d'autres dans la même veine, hein, j'ai fait vraiment une petite sélection. De ces 3 témoignages ressortent des caractéristiques communes qui permettent de commencer à esquisser le phénomène psychologique de l'emprise. Alors, je nomme, hein, sans rentrer plus dans l'analyse pour le moment, une situation de dépendance, de vulnérabilité, qui peut être économique ou symbolique, envers l'homme qui est en cause, et réciproquement la position de pouvoir, voire de toute puissance que cet homme occupe dans la réalité, mais aussi dans l'imaginaire des victimes. L'exercice d'une forme plus ou moins perverse de manipulation mentale, de chantage. Une attitude affective ambiguë de la victime pour son agresseur, qui va de l'admiration à la fascination, en passant par la sympathie, la gratitude, l'amour, mais aussi le dégoût, éventuellement. Une complicité au moins passive de l'entourage professionnel ou familial, entourage qui est lui aussi comme sous emprise. Un sentiment de honte et de culpabilité pour ne pas avoir dit non, pour ne pas avoir résisté physiquement ou pour ne pas avoir dénoncé a posteriori. Et puis enfin, un traumatisme à long terme. Alors sur la même période, donc là on est vraiment dans les années 2017-2019, plusieurs articles sont parus dans la presse qui justement ont cherché à proposer des analyses de ce phénomène-là, alors sous la plume surtout de psychiatres, de psychologues, parfois d'avocats. J'ai pris là aussi quelques exemples. Ces analyses sont produites dans le cadre des violences sexuelles sur mineurs dans le sport, par exemple, ou encore des violences conjugales, où il s'agit alors de comprendre pourquoi des femmes battues ne quittent pas leur conjoint ou leur compagnon. Alors, dans ces articles, encore une fois, c'est une petite sélection, il y en aurait d'autres. Dans ces articles qui cherchent donc à analyser le phénomène, il est question de lavage de cerveau, je cite ces expressions, de conditionnement de l'esprit, de prise de possession de la victime, mais aussi parfois de la soumission comme stratégie d'adaptation, ou encore de destruction de l'identité et de la personnalité de l'individu. Je rappelle d'ailleurs que c'est justement dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, qui a été lancé en septembre 2019, que la notion d'emprise a expressément conquis une réalité juridique et pas seulement psychologique. Cette réalité juridique a été annoncée plus haut sommet de l'État, le 25 novembre 2020, par le Premier ministre, qui, dans le même temps, a assimilé l'emprise, je le cite, à un enfermement à l'air libre. Et cette notion d'emprise a été introduite dans une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, alors en première lecture, le 29 janvier dernier, donc c'est tout récent. Et si le processus législatif va à son terme, eh bien, cette notion serait donc intégrée dans le Code civil et dans le Code pénal.
Alors, je mentionne toutefois que cette juridiciarisation de la notion ne fait pas l'unanimité, notamment au motif que la notion d'emprise serait une notion psychologique trop vaste. Alors, je m'appuie là ici sur Audrey Darzonville, donc professeure de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre, co-directrice de la loi pénale et le sexe en 2015. Alors, je cite cet ouvrage simplement pour montrer qu'elle connaît son sujet. Elle nous dit que si on peut généralement caractériser l'emprise comme, je cite, la mise en place d'un processus de domination sur autrui, en fait, ce processus peut qualifier tellement de situations différentes qu'on ne voit pas bien en quoi la notion d'emprise, la notion juridique d'emprise, va concrètement aider à faire la preuve des violences psychologiques, et pas seulement physiques, qu'elle est censée permettre de criminaliser plus efficacement. Alors pour d'autres, au contraire, qui sont favorables à cette entrée de la notion d'emprise dans le droit, eh bien, elle a le mérite de fournir aux policiers et aux juges, mais aussi aux médecins et aux travailleurs sociaux, une clé de lecture permettant de mieux reconnaître, de mieux protéger les victimes et de punir plus justement les auteurs de ces violences. Alors pour en savoir plus, je vous invite j'invite toutes celles et tous ceux qui sont intéressés à écouter cette émission de France Culture en podcast du 2 janvier 2020. On y comprend que la notion d'emprise pourrait également servir dans les cas de pédocriminalité et dans les cas d'inceste, donc des relations sexuelles entre parents et enfants, frères et sœurs, oncles et nièces. Enfin, c'est dans ce type de relation familiale qu'en France, la notion d'inceste s'applique. Et c'est d'ailleurs, et j'aurais presque terminé mon passage en revue des récents usages de l'emprise avec ce dernier domaine, c'est dans le contexte de la visibilisation de ces cas d'inceste, justement, suite à l'apparition toute récente de l'ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, que la notion d'emprise a connu sa dernière illustration. Dans le récit en question, cette emprise d'ailleurs est au moins double. C'est d'abord l'emprise du beau-père sur le frère jumeau de Camilla Grande en premier lieu, mais c'est aussi son emprise sur l'autrice elle-même qui l'a longtemps empêchée de parler pour son frère. Et l'emprise se comprend alors comme une suppression de la voix, c'est-à-dire à la fois de la parole, mais aussi du jeu qui pourrait parler. Alors, je mentionne néanmoins que bien avant le début du mouvement MeToo, on a aussi parlé d'emprise au sujet de phénomènes qui ne sont pas du tout liés à la sexualité et pas du tout liés non plus à la famille. J'ai 3 exemples pour prendre un petit peu de recul, 3 exemples très divers. En 2010, les chercheurs ont participé à la production d'une émission sur France 2 qui s'appelait Le jeu de la mort. En fait, il s'agissait d'un documentaire adapté de la célèbre expérience de Stanley Milgram sur l'obéissance qui a été réalisée au début des années 60. Et donc, les chercheurs qui ont été impliqués affirment que ce qui s'est produit dans cette fausse émission, en fait, dans ce documentaire, ce qui s'est produit en public, démontre l'emprise de la télévision ou du système de la télévision dans nos sociétés occidentales, emprise qui serait plus importante aujourd'hui encore qu'autrefois celle de la science ou de la religion. Donc, il faut savoir que dans cette fausse émission, 80% des 69 joueurs ont accepté d'infliger des décharges de 460 volts à un candidat invisible et enfermé qui n'apportait pas les bonnes réponses aux questions qu'on lui posait. Donc ça, c'est un premier exemple. Un exemple un tout petit peu plus ancien, dans les années 2000, la notion d'emprise s'est invitée dans la lutte contre les sectes menée par l'État français. Alors, implicitement, par le biais de la reconnaissance juridique dans le code pénal de l'état de suggestion psychologique, mais explicitement dans le vocabulaire de la Miviludes, donc de la Miviludes, pardon, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. À la suite des associations de victimes, cette mission parle de l'emprise mentale exercée par le gourou sur les membres de la secte. Donc là, on a un extrait du président de la Miviludes en 2014. C'est celui que j'ai pu retrouver le plus facilement, mais dès les années 2000, cette notion est présente. Et dans le même esprit, on pourrait encore élargir le champ d'application. On pourrait parler d'emprise pour qualifier, notamment avec le psychanalyste Erich Fromm dans La peur de la liberté, la relation des citoyens d'un régime despotique ou dictatorial avec leur chef. D'après Erich Fromm, cette relation est analogue à celle d'un enfant avec un père autoritaire ou tyrannique, dans laquelle la peur et la haine se retournent en idolâtrie et en amour. Alors, souligner que Erich Fromm
suggère que nos démocraties, toutefois, ne seraient pas non plus à l'abri de cette emprise-là. Alors, que peut-on tirer de ce passage en revue, qui n'est pas exhaustif, des usages de la notion d'emprise? Alors, 3 choses, à mon sens, vous aurez peut-être d'autres remarques. D'une part, que la notion est floue. Alors, le constater n'est pas nier la réalité du phénomène, ni mettre en doute la parole de celles qui le revendiquent, ni même contester la valeur heuristique du terme d'emprise, mais c'est simplement observer qu'on a du mal à le définir. Alors, dans l'émission de France Culture que j'ai citée tout à l'heure, le psychanalyste et psychologue Alain Ferrand n'arrange pas l'affaire, en quelque sorte, puisqu'il commence par remarquer, et je le cite, que la question de l'emprise est neutre, c'est-à-dire en soi ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative. En effet, il s'agirait d'abord d'un processus, je cite toujours, qui participe au développement psychocorporel de tout individu. Elle permet ainsi de construire la maîtrise de son propre corps, mais aussi la maîtrise du monde, et elle joue un rôle extrêmement important dans l'autonomie de chaque individu. Alors, en fait, Alain Ferrand nous dit qu'il faudrait distinguer entre ce processus normal d'emprise, par lequel, au cours de l'enfance, nous nous attachons au monde et nous nous approprions le monde, nous distinguer ce processus-là des conduites pathologiques d'emprise qui résultent à l'âge adulte des ratés de ce premier processus. Et Ferrand décrit alors ces conduites pathologiques ou ces conduites tyranniques de vampirisation, il en parle en termes de vampirisation, en soulignant qu'elle vise à priver autrui de toute réaction autonome. Et vous voyez, on a encore à faire une description métaphorique quand on parle de vampirisation, et à peu près toutes les descriptions psychologiques du phénomène en fait recourent à des métaphores. Alors, deuxième conclusion à tirer, mais c'est corrélatif en fait de ce flou définitionnel, eh bien on constate que l'extension de la notion d'emprise est en effet très large. C'est-à-dire qu'elle peut qualifier des relations interpersonnelles d'individu à individu, mais aussi des relations collectives, un individu face à plusieurs personnes, et puis aussi des relations institutionnelles inscrites dans certaines structures sociales. Donc, c'est une notion qui peut qualifier des réalités sociales et politiques et pas seulement psychologiques, même si, justement, le propre de la notion d'emprise, c'est de toujours décrire les réalités d'un point de vue psychologique. Et c'est peut-être là une des difficultés de cette notion, de tout regarder d'un point de vue psychologique. Enfin, et c'est peut-être un autre élément problématique, on observe que la notion d'emprise tend à faire de la relation asymétrique qui la constitue une relation de pouvoir à la fois absolue et unilatérale, ou à sens unique, et donc à en réduire la complexité. Alors, ce n'est pas très étonnant, puisque la notion d'emprise a ici une fonction normative qui consiste à identifier des victimes qui pourront demander réparation pour le préjudice subi. Il n'empêche que ça peut être problématique. Le problème est criant si on s'intéresse justement à l'emprise dans le dernier exemple que j'ai fourni, celui-ci, et plus spécialement dans le fanatisme de masse qu'on mobilise parfois dans des tentatives d'explication des génocides. Et on voit bien que dans ce cas-là, il paraît difficile de parler de victimes pour celles et ceux qui perpétuent, qui commettent le génocide. Il paraît difficile de parler de victimes et de dédouaner les membres des foules obéissantes, même galvanisées par la propagande, de toute responsabilité individuelle. Alors, à partir de là, on peut concevoir que les victimes d'une emprise malheureusement beaucoup plus ordinaire soient bel et bien des victimes, mais des victimes un peu spéciales, des victimes pas comme les autres, des victimes paradoxales. Et je donne ici la parole à une autre psychanalyste, qui est aussi philosophe, qui écrit que la relation d'emprise est un phénomène psychique ambigu par laquelle se crée un lien de sujétion passionné. Et si elle installe une dissymétrie, cette relation ne se réduit pourtant pas à un rapport unilatéral dominant-dominé. Elle s'organise en une double polarité active. Alors, même si elle est philosophe, je n'ai pas spécialement d'affinité avec Sabrine Pocoris, mais j'ai néanmoins voulu retenir cette description, car elle me semble correspondre très bien à ce qui ressort du récit de Vanessa Springora que j'ai évoqué au tout début de mon intervention, et qu'il est donc temps de citer un peu. Donc je vous propose simplement qu'on s'arrête sur cet ouvrage, plutôt à la deuxième partie de l'ouvrage.
Alors, je le lis avec vous. Elle nous dit « L'abus sexuel, au contraire du viol, se présente de façon insidieuse et détournée sans qu'on en ait clairement conscience. On ne parle d'ailleurs jamais d'abus sexuels entre adultes, d'abus de faiblesse, oui, envers une personne âgée, par exemple, ou une personne dite vulnérable. La vulnérabilité, c'est précisément cet infime interstice par lequel des profils psychologiques, tels que celui de G, qui est celui qu'elle met en cause, qu'elle accuse dans l'ouvrage, peuvent s'immiscer. Gabriel Matzneff, pour dire son nom. C'est l'élément qui rend la notion de consentement si tangente. Très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité, le refus de se considérer comme une victime. En effet, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, mais le passage est souligné dans le texte, c'est pas moi qui ai ajouté les italiques. En effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant? Quand, en l'occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter. Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime, incapable de m'y reconnaître. Donc elle y revient à ce thème du consentement, quarantaine de pages plus loin, et donc elle écrit « Je pense qu'il est extrêmement difficile de se défaire d'une telle emprise, 10, 20 ou 30 ans plus tard, toute l'ambiguïté de se sentir complice de cet amour qu'on a forcément ressenti, de cette attitude qu'on a soi-même suscitée, nous lie les mains, plus encore que les quelques adeptes qui restent âgés dans le milieu littéraire. En jetant son dévolu sur des jeunes filles solitaires, vulnérables, aux parents dépassés ou démissionnaires, G savait pertinemment qu'elle ne menacerait jamais sa réputation et qui ne dit mot consent. » Alors, j'ai retenu ces deux extraits parce qu'ils mettent le doigt sur le paradoxe interne à l'emprise, ou constitutif de l'emprise dans son rapport au consentement, sans que Vanessa Springora ne résolve elle-même le paradoxe. Donc, un paradoxe, c'est deux propositions contraires, donc je vais vous les proposer. Première possibilité qui ressort du texte, eh bien, c'est que dans l'emprise, il y a bel et bien consentement. Elle dit comment, voilà, je reprends la phrase, pardon, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut ni avoir été consentement. Donc, dans l'emprise, il y aurait bel et bien consentement. Autrement dit, l'emprise est compatible avec un consentement authentique, alors que ce consentement s'exprime sous une forme affirmative. Alors, dans le texte, ça passe par le désir et ses manifestations, ou bien sous une forme négative, le silence. Donc, que l'on dise oui ou bien que l'on ne dise pas non. Dans ce cas-là, on peut certainement dire qu'il peut y avoir des dommages, y compris, voire seulement des dommages psychologiques, mais il ne peut pas y avoir de tort ou de préjudice. C'est deux concepts différents, le dommage et le préjudice. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'injustice, donc il n'y a pas de victime, au sens reconnu par la loi. Alors c'est intéressant parce que cette absence d'injustice, en fait, elle traduit quelque chose de très important sur le consentement. Elle traduit ce qu'on peut appeler le pouvoir en quelque sorte magique du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet acte de la volonté, par lequel nous donnons notre accord à une proposition d'autrui, eh bien cet acte-là est capable de convertir la valeur morale d'un acte. Ce qui serait un mal devient, par la grâce du consentement, un bien. Ou bien, au moins, ce qui serait répréhensible et interdit devient acceptable et autorisé. Un exemple trivial, un vol auquel vous consentez devient un don ou un prêt. Ce n'est plus un vol à partir du moment où le consentement entre en scène. Alors, j'ai repris ici la métaphore parlante d'un philosophe dans un article de 2010 qui nous dit que le consentement peut parfois fonctionner comme une sorte de barrière de propriété que l'on ouvre pour autoriser l'accès d'autrui, un accès qui ne serait pas permis s'il n'était l'acte volontaire d'ouvrir la barrière, c'est-à-dire si vous n'aviez pas volontairement ouvert la barrière. Donc ça nous dit quelque chose sur la fonction normative du consentement. C'est-à-dire qu'en donnant à autrui une licence d'agir, quand vous consentez, eh bien, vous levez la nature préjudiciable de l'acte. Vous supprimez la possibilité qu'il y ait un préjudice, parce que vous avez donné l'autorisation. Alors cette idée-là n'est pas nouvelle. Springora fait d'ailleurs, alors peut-être pas volontairement, je ne sais pas, mais en tout cas implicitement, référence à une vieille maxime du droit romain, selon laquelle nul ne fait tort à qui consent, dans la deuxième partie de l'extrait. Mais plus proche de nous, on retrouve aussi cette idée chez le philosophe allemand Emmanuel Kant dans un ouvrage qui s'appelle, je n'ai même pas mis le titre ici, parce que ça peut faire un peu peur, Les fondements de la métaphysique des mœurs. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Kant, mais peut-être que vous connaissez cette formule que j'ai reprise sur l'écran.
formule qui exprime en fait un impératif moral absolu. Kant nous dit « Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. » Qu'est-ce que ça signifie? Donc, Kant nous dit qu'il ne faut jamais traiter autrui seulement comme un moyen, c'est-à-dire comme un instrument au service de nos intérêts personnels, dont on peut disposer à notre guise, mais il faut toujours le traiter comme une fin, cela veut dire comme une personne dotée d'une dignité ou d'une valeur absolue. Et à ce titre, cette personne commande notre respect, nous interdit de la traiter comme bon nous semble. Alors, évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est comment savoir quand on traite autrui seulement comme un moyen, c'est-à-dire en fait comme une chose, ou bien aussi comme une fin et comme une personne. Comment le savoir? Eh bien, le critère de distinction pour Kant, c'est justement le consentement d'autrui, c'est-à-dire la possibilité que la personne puisse consentir à la façon dont on la traite ou à ce qu'on lui fait. Et si cette possibilité-là se vérifie, alors ainsi que sa réciproque, ça veut dire qu'il faut qu'il soit aussi possible de refuser. Et si l'accord comme le désaccord ont un effet réel sur le cours des choses, alors autrui n'est pas traité comme un moyen. Et donc sont ainsi exclus tous les cas de coercition ou de manipulation, globalement toutes les actions qui ne peuvent se réaliser qu'en maintenant autrui dans l'impuissance ou dans l'ignorance. Donc voilà pour la première possibilité. L'idée qu'on peut avoir des dommages sans préjudice et que la distinction se fait grâce à notre consentement, eh bien, ça révèle ce pouvoir magique du consentement qui peut convertir la valeur morale d'un acte. Passons maintenant à la seconde possibilité qui est évoquée par Vanessa Springora. Elle nous dit aussi qu'en fait, dans l'emprise, il n'y aurait en réalité qu'une illusion de consentement. Le consentement serait en fait vicié dans l'emprise. Alors, c'est une possibilité qui est pleinement reconnue dans le droit, y compris dans le droit français. C'est-à-dire que dans le droit, le consentement ne constitue pas à lui seul ou par soi ce qu'on appelle un fait justificatif. Ça signifie que, consentement ou pas, le dommage infligé tombe potentiellement sous la qualification de tort ou de préjudice, où on reconnaît qu'il y a eu une atteinte au droit de la personne. Donc, le droit reconnaît très clairement qu'un consentement apparent ou manifeste ne vaut pas consentement réel. Et cela, d'ailleurs, tout à fait concrètement, ça veut dire dans le cadre d'un procès, si la victime porte plainte, eh bien, un consentement vicié ne pourra pas fournir de justification à la défense de l'accusé, ou alors va minorer la pertinence de cette justification. Donc, dans ces cas-là, le consentement ne rend pas l'acte légalement permissible, et celui ou celle qui porte plainte et qui se revendique victime, eh bien, en est bel et bien une. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque on dit que le consentement est une condition de la moralité ou de la licéité d'un acte, par exemple en éthique médicale, c'est très important aussi, eh bien, il est supposé, et parfois explicitement précisé, que ce consentement doit être libre et éclairé. Sans cela, eh bien, en fait, il ne vaut rien, il perd son pouvoir magique, si vous voulez. Alors, cette double qualification, liberté d'un côté et éclairage ou lumière de l'autre, eh bien, est censée souligner d'une part l'incompatibilité du consentement avec la contrainte, qu'elle soit physique ou psychique, violence, coercition, mais aussi manipulation, séduction, tromperie. Et d'autre part, il s'agit d'écarter la possibilité que l'on consente sous l'effet de l'ignorance ou encore sous l'effet de la passion, que ce soit la peur, dans un sens large du terme passion, mais qu'il s'agisse de la peur ou de l'amour, par exemple. Et donc, c'est que si ces conditions, ces contraintes physiques et psychologiques sont absentes, que le consentement conserve son pouvoir magique. Or, dans l'emprise, justement, manifestement, ces conditions, ces contraintes physiques et psychologiques sont bien présentes. Alors, vous voyez, on a donc deux possibilités assez radicalement incompatibles, et ce qui prouve bien que, si on reprend l'expression de Vanessa Springora, eh bien, le consentement est une notion, en effet, tangente, profondément ambivalente. On retrouve cette idée chez une philosophe, cette fois, qui a beaucoup intéressé à cette notion, que vous connaissez sûrement de nom, c'est Geneviève Kress, paru en 2007 et qui a été réédité en 2017, justement, au moment du mouvement MeToo. Au début de cet ouvrage, elle repart de l'étymologie latine du terme, cum sentire,
Consentir, ça veut dire sentir avec autrui, c'est toujours sentir à deux. Hein. Alors, je vais la citer, c'est une bonne façon de vraiment de poser le dilemme du consentement, hein, et de voir que le consentement peut autoriser, rendre possible des actes voilà, auxquels on ne pourrait rien reprocher moralement, mais aussi au contraire des actes qui posent de gros problèmes moraux. Alors elle nous dit, quoi de plus estimable que le consentement d'une personne, quoi de plus rassurant aussi pour la personne en vis-à-vis. La mutualité du consentement désigne avant tout l'égalité des parties plutôt que l'éventuelle inégalité ou disparité des raisons de consentir. Dignité de l'être singulier, partage entre êtres humains, voilà une histoire agréable à nos oreilles. Cependant, le consentement n'est pas toujours pur, il s'obscurcit de toutes sortes d'ondes portées sur sa liberté, car le consentement peut être obtenu par la contrainte, peut être le prix d'un rapport de force, implicite ou explicite. Et elle poursuit quelques pages plus loin. Le consentement semble un mot simple, une notion transparente, une belle abstraction de la volonté humaine. Il est pourtant obscur et épais comme l'ombre et la chair de tout individu singulier. Le consentement peut être interprété comme un bien, une qualité estimable de l'individu, ou comme un mal, un aveu de faiblesse du même individu. Prouver sa liberté ou tendre le dos pour se faire battre. Alors, je trouve ce passage intéressant, bon, on pourrait pouvoir en lire plus, mais elle nous dit ici que le consentement paraît logiquement contenir, pas seulement en vertu des circonstances, hein, mais en vertu du concept même de consentement, de ce que ça veut dire. Il paraît logiquement contenir la possibilité qu'il puisse être extorqué, arraché ou abandonné, et non pas authentiquement et positivement voulu et donné. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de consentement, on doit s'interroger sur la valeur de ce consentement. Ce n'est pas une sorte de clé justement magique qui fonctionnerait toujours de la même façon à chaque fois. Donc lorsqu'on dit oui, eh bien, parfois on dit oui de tout cœur, sans réserve, et dans ce cas, ce oui est une expression de notre liberté et de notre individualité. Mais parfois, on dit oui alors qu'on aimerait mieux dire non, on dit oui comme un regret, en quelque sorte, éventuellement malgré soi, à contre-cœur, à demi-mot ou résigné, parce qu'on ne peut pas dire non. Et notre oui, alors, est l'expression d'une privation de liberté ou d'une perte de notre individualité. Donc le dilemme ici est clairement posé. Alors, que peut-on en déduire pour ce qui se passe dans l'emprise ? Cette notion d'emprise, bon, les remarques que j'ai faites au début de mon intervention sur ces différents usages, cette notion d'emprise ne constitue pas, en raison même justement de cet usage problématique, un concept philosophique répertorié. Si vous ouvrez un dictionnaire de philo, vous ne trouverez pas la notion d'emprise. En revanche, une notion qui lui est fréquemment associée, celle de domination, constitue bel et bien un concept philosophique. Donc je vous propose, dans ce qui sera le dernier temps de mon intervention, de nous pencher sur les rapports entre consentement et domination. Et bien évidemment, on va se concentrer spécialement sur la domination de genre, même si le propos pourrait sans doute être appliqué à d'autres types de domination. Alors, je vais m'appliquer pour cela sur un texte assez connu, un texte de l'anthropologue et féministe Nicole Claude Mathieu, qui est paru en 1985, Quand céder n'est pas consentir. Alors, le texte est long, hein, donc évidemment, je vais juste me focaliser sur la question qu'elle pose et la façon dont elle y répond. Donc, quelle question pose-t-elle ? Elle nous dit, lorsqu'on cherche à expliquer la place subordonnée des femmes, que ce soit dans nos sociétés occidentales contemporaines ou bien dans des sociétés plus éloignées dans le temps, dans l'espace ou culturellement, est-ce qu'il est scientifiquement légitime de mobiliser, comme le font ou ne sont pas loin de le faire certains sociologues ou certains anthropologues, est-ce qu'il est légitime de mobiliser le facteur du consentement à la domination ? Est-ce que l'idée même de consentement à la domination a un sens logique, psychologique et politique cohérent ? Ou est-ce qu'au contraire, parler de consentement à la domination, c'est ne pas comprendre les deux réalités en jeu, ni celle du consentement, ni celle de la domination ? Alors, on peut résumer la réponse de Mathieu en deux temps. D'une part, elle nous dit le fait que les dominés ne disent pas non à la domination n'implique pas qu'ils disent oui. Et d'autre part, le fait que parfois les dominés soient incapables de dire autre chose que oui ne signifie pas que leur oui a quelque chose en commun avec le oui des dominants à leur propre domination. Alors, on va s'arrêter sur ces deux points et puis après, je conclurai. Alors, arrêtons-nous d'abord sur le premier élément. Ne pas dire non n'implique pas que l'on dise oui. Alors, ça paraît peut-être évident, mais ça mérite néanmoins qu'on s'y attarde. Comment, en effet, est-il possible de dire non ?
de manifester son désaccord ou son refus. Alors, je vais reprendre ici un vocabulaire qui vient d'un économiste qui s'appelle Albert Hirschman, développé dans un tout autre contexte, mais que je trouve néanmoins intéressant. Hirschman nous dit qu'il y a deux façons de dire non. D'une part, en prenant la parole, c'est-à-dire par la contestation, la résistance et la lutte active, ou bien parce qu'il appelle la défection, c'est-à-dire le départ, la fuite, l'échappée, tel que l'a illustré le comportement à nouveau d'Adèle Haenel lors de la 45e cérémonie des Césars en 2020, où elle est partie. Or, la situation même de domination explique qu'aucune des deux options, donc ni la défection ni la prise de parole, ne puisse en réalité être disponible. Donc on n'a plus cette façon-là de dire non. Alors pourquoi ? La première, la prise de parole, parce qu'elle est trop risquée. Alors ça peut être pour sa propre vie, ou bien pour sa réputation sociale, pour sa carrière professionnelle, ou bien pour celle de ses proches. Donc la prise de parole soit est trop risquée, soit on sait qu'elle ne sera pas entendue et donc elle est vaine. Maintenant, pourquoi aussi est-ce que la défection n'est parfois pas possible ? Aussi parce qu'elle peut être trop risquée, ou bien parce qu'il n'y a nulle part où fuir, il n'y a pas de refuge disponible. Alors Nicole-Claude Mathieu insiste en particulier sur l'échec de cette seconde stratégie, la défection, lorsqu'elle évoque la charge des enfants assignés aux femmes qui limite matériellement leur possibilité de fuite. On peut l'observer par exemple dans le roman Beloved de Toni Morrison, qui nous montre qu'il y avait de fait moins de femmes que d'hommes parmi les marrons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Les marrons, c'est-à-dire ces esclaves qui ont fui les propriétés de leurs maîtres dans les anciennes colonies européennes d'Afrique et des Amériques. Mais un autre exemple est bien sûr, et encore, celui des femmes battues par leur conjoint ou leur compagnon. Si elles ne fuient pas, c'est certes en raison de l'état psychologique dans lequel les a plongées la relation, qui se caractérise à la fois par une absence d'estime de soi et un sentiment d'impuissance. Ça peut être aussi en raison de la situation économique et sociale dans laquelle elles se trouvent, mais c'est aussi parce qu'elles pensent, et bien souvent à raison, que le monde extérieur ne leur offre pas de protection contre les violences sexuelles et physiques qu'elles subissent, d'où l'invocation d'ailleurs de la légitime défense dans les cas de meurtre du conjoint violent. Alors, vous avez sûrement entendu parler du cas de Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari en 2012. Les tribunaux ont en fait énormément de mal à admettre l'invocation de cette légitime défense dans ces cas-là. Parce qu'ils ne prennent pas en compte justement cette absence de protection objective, en dehors aussi du foyer conjugal. Alors, on peut aussi penser, de façon peut-être un peu plus large, aux impasses, ou à une impasse plutôt, de la stratégie séparatiste du féminisme lesbien qui a été théorisée par Wittich, puisque certes, les lesbiennes, en tant qu'homosexuelles, cessent d'être la propriété privée d'un homme, et c'est d'ailleurs pourquoi Wittich nous dit, à cette formule provocante, les lesbiennes ne sont pas les femmes, mais tant que la domination structurelle n'a pas été abolie, et qu'elle continue de gangréner les institutions et les pratiques sociales, les lesbiennes n'en restent pas moins aussi des femmes à la merci des hommes, d'où l'absence de refuge, là encore. Donc voilà pour le premier élément, c'est pas parce qu'on ne dit pas non qu'on dit oui. Deuxième, l'originalité du texte de Mathieu tient toutefois plus dans sa seconde réponse qu'elle apporte au problème du consentement à la domination, c'est-à-dire, elle nous dit, l'incapacité des dominés à dire autre chose que oui, ne signifie pas que leur oui est quelque chose en commun avec le oui des dominants, la domination qu'ils exercent, ou bien qu'ils cautionnent, ou bien dont ils bénéficient. Alors ici, je vais citer un passage un petit peu long du texte. À la fin du texte, c'est plutôt la conclusion de l'article de Mathieu, où elle attire l'attention sur l'effet de la domination sur la conscience des dominés en général, et des femmes en particulier. Donc elle nous dit, pour pouvoir dire d'un sujet dominé qu'il consent à la domination, encore faudrait-il qu'il se soit déjà révélé à lui-même comme sujet dans ce rapport de domination, donc qu'il ait identifié ce rapport et qu'il ait procédé à une reconversion de lui-même. Alors, reconversion, oui, parce que j'ai sélectionné là peut-être un passage un petit peu maladroitement du texte. Reconversion, c'est-à-dire qu'il faut passer de la position d'objet dans la relation de domination à la position de sujet pour pouvoir justement identifier la relation comme une relation de domination. Le consentement suppose déjà la conscience pleine, libre du sujet, et au moins la connaissance des termes du contrat, sinon de toutes ses conséquences.
Quant au consentement à la domination, il impliquerait justement la connaissance pleine et entière de la situation et l'acceptation des conséquences, y compris des conséquences destructrices du contrat. Autant dire que l'opprimé s'opprime, ce qui est finalement une idée assez courante avec les connotations de masochisme que cela évoque. Le non-consentement appliqué au dominé annule quasiment toute responsabilité de la part de l'oppresseur, puisque l'opprimé consent, il n'y a rien de véritablement immoral dans le comportement du dominant, on retrouve ici le pouvoir magique du consentement. Ainsi, avec le terme consentement, d'une part, la responsabilité de l'oppresseur est annulée, d'autre part, la conscience de l'opprimé est promue au rang de conscience libre. La bonne conscience devient le fait de tous, et pourtant, parler de consentement à la domination rejette de fait, une fois de plus, la culpabilité sur l'opprimé. Alors, je crois que le texte est assez clair pour lui-même, même si on pourrait rentrer dans des difficultés. Je vais seulement souligner que pour Mathieu, parler du consentement des dominés à la domination impliquerait deux choses irrecevables. D'une part, soutenir que les dominants et les dominés partagent la même quantité et la même qualité d'informations sur les moyens, notamment les moyens idéologiques, utilisés dans l'exercice de la domination. Et d'autre part, seconde chose irrecevable, eh bien, ça implique de nier que l'expérience spécifique de la domination vécue par les dominés ait des effets débilitants sur leur conscience de la domination et sur la manière dont ils peuvent y réagir. En conséquence, parler de consentement à la domination revient en fait à projeter la psychologie de l'oppresseur sur la psychologie de l'opprimé, point de vue du dominant sur le point de vue du dominé. Une symétrie est ainsi établie entre l'un et l'autre, alors même qu'ils n'occupent pas les mêmes positions et n'ont pas la même conscience de ces positions. Ce qui est nié, en fait, c'est l'oppression elle-même. La situation des opprimés devient l'expression de leur liberté de sujet, alors que les opprimés ne sont que des objets et des outils de la liberté des autres. Donc il est clair que pour Mathieu, le principe du consentement est inapplicable à la situation de domination. On ne peut pas parler de consentement à la domination, sauf, on peut éventuellement en parler, mais alors le consentement devient un outil idéologique d'invisibilisation de la situation d'oppression et donc de justification de la domination. Si on parle de consentement à la domination, c'est ce qu'on fait. Alors, une question peut-être, je ne sais pas si vous l'avez saisi quand j'ai lu le texte, Mathieu parle tour à tour de domination et d'oppression. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les deux termes sont synonymes et interchangeables, ou est-ce que l'oppression dit quelque chose que la domination ne dit pas? En fait, les deux termes renvoient bel et bien au même phénomène, mais appréhendés sous deux angles différents. Voilà. Et en fait, je voulais insister là-dessus, ça permet un peu par rapport à la notion d'emprise qui est un peu floue, ça permet vraiment de préciser les choses, et ma conclusion, en fait, viendra juste après. Alors, on va commencer par la domination en allant au plus simple. Ce qui domine, littéralement, c'est ce qui est au-dessus. Inversement, être dominé, c'est être en dessous. Donc, par exemple, vous dominez la vallée quand vous êtes au sommet d'une montagne. Bon. Mais la domination est évidemment un concept, en tout cas dans notre contexte, un concept politique, pas seulement un concept topographique. Le terme vient du latin domus, qui signifie la maison, qui a donné dominus, le maître de maison, et puis dominium, la propriété des choses dans le droit romain. Donc, si vous ouvrez un dictionnaire, eh bien, vous voyez que dominer, c'est avoir une suprématie, exercer une puissance ou une autorité souveraine. La domination est donc en ce sens un rapport de pouvoir asymétrique qui traditionnellement est exercé par une personne ou un petit groupe de personnes sur d'autres personnes, mais qui dans ses usages contemporains est exercé par un groupe social sur un autre groupe social. Quand on parle de domination aujourd'hui en philosophie politique ou en sociologie, c'est beaucoup en ce sens-là qu'on entend. De façon cruciale, l'objet de la domination est à la fois altérisé et infériorisé. Traité, comme le dit Mathieu, justement comme un objet, quand le dominant, lui, est le sujet. Mais ça ne suffit pas encore pour caractériser pleinement la domination. Il faut en effet préciser que ce rapport de pouvoir, s'il s'exerce en partie par la violence physique intentionnelle de quelques-uns, voire de beaucoup, eh bien ce rapport de pouvoir, toutefois, ne s'exerce jamais seulement par la violence physique. La violence psychologique est présente, mais aussi ce que Pierre Bourdieu a appelé la violence symbolique, c'est-à-dire un ensemble de dispositions et de représentations du monde qui rappellent quotidiennement aux dominés que la place qui leur est assignée est une juste place, au sens où elle est dans l'ordre des choses et où cet ordre ne peut pas changer, ne peut pas être autre qu'il ne l'est. Cela signifie que la privation de liberté
qui est propre à la domination, eh bien, ne prend jamais seulement la forme d'une répression violente ou d'obstacles à la réalisation de nos désirs ou de nos objectifs. Autrement dit, la domination a un double visage. Un visage extérieur, celui du maître au-dessus de soi, mais aussi un visage intérieur, celui du maître en soi, c'est-à-dire la position structurelle de dominer qu'on a intériorisée et incorporée, au point que cette position définit votre identité aux yeux des autres, mais aussi à vos propres yeux. Or, ce visage intérieur de la domination, qui est bien mis en évidence par Nicole-Claude Mathieu, eh bien, c'est précisément ce que le concept d'oppression désigne. C'est pour ça que j'avais dit qu'on renvoie au même phénomène, mais appréhendé voilà, avec des lunettes un petit peu différentes. Alors, là aussi, on peut repartir d'un exemple simple. Vous pouvez penser à l'usage psychophysiologique de l'expression « se sentir oppressé ». Ça veut dire ressentir un poids, une compression dans la poitrine qui vous empêche de respirer. Et bien, par analogie, le concept politique d'oppression renvoie à un sentiment d'étouffement et d'emprisonnement intérieur. L'oppression, on peut donc la définir comme l'expérience intime de la domination, comme une structure d'empêchement qui vous empêche de faire, d'être, de sentir, de penser, etc. Alors, j'ai repris ici un texte assez célèbre par Marie-Hélène Frey, paru déjà en 1983. On a une des premières théorisations féministes de l'oppression. Les gens opprimés, nous dit-elle, éprouvent l'existence de leur propre vie comme confinée et façonnée par des forces et des barrières qui ne sont pas accidentelles ou occasionnelles et donc évitables, mais qui sont systématiquement reliées les unes aux autres, de façon à vous attraper et à vous coincer, et à restreindre ou pénaliser votre mouvement dans toutes les directions. La réalité de l'oppression est alors bien rendue par la métaphore de la cage à oiseaux qu'on retrouve un peu sur la couverture de l'ouvrage. Mais attention, les barreaux de la cage ne contraignent pas et n'immobilisent pas seulement votre corps, mais aussi votre esprit, vos croyances et vos valeurs, vos désirs et vos sentiments. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'oppression ne limite pas seulement votre liberté d'action dans l'espace, mais votre liberté de volonté interne, si on veut. Ça signifie que dans l'oppression, vos choix sont conditionnés, façonnés et limités en amont, c'est-à-dire avant même que vous ne vous demandiez si vous voulez réaliser ces choix et comment. Certaines portes sont ouvertes en amont et d'autres sont d'emblée fermées. Sandra Bartky l'a aussi bien exprimé dans une autre analyse assez célèbre. Elle nous dit que l'oppression psychologique sert à faciliter le travail de la domination en brisant l'esprit des dominés et en les rendant incapables de comprendre la nature des pouvoirs responsables de leur assujettissement, donc a fortiori en les rendant incapables de s'opposer évidemment à ces pouvoirs. Alors, l'impression que les opprimés sont leurs propres oppresseurs n'est pas étonnante de ce point de vue. Mais il faut aller un petit peu plus loin, ce n'est pas qu'une impression, justement, c'est aussi une réalité. Et refuser de voir que, en effet, l'oppression conduit les opprimés à participer activement à leur oppression, eh bien, c'est s'interdire de comprendre le mode opératoire de la domination ou de l'oppression, et en particulier de la domination de genre. Il faut justement, pour comprendre ce mode opératoire, comprendre à quel point elle oblige les sujets à participer activement à la domination. Alors, paru beaucoup plus récemment que les textes que j'ai mentionnés, qui datent un peu, même s'ils sont toujours pertinents, l'ouvrage de la philosophe française Manon Garcia, dont vous avez sans doute entendu parler, a précisément tenté de cerner cette réalité profondément gênante, déstabilisante, dérangeante de la domination. Une réalité que l'article de Nicole-Claude Mathieu ampute en fait de cette complexité ou à laquelle elle se dérobe partiellement. Alors pourquoi l'article de Nicole-Claude Mathieu, même s'il est très intéressant, il est problématique? Eh bien à cause justement de la dichotomie sujet-objet à laquelle elle recourt. Cette dichotomie, elle tend en fait à réduire les opprimés à des victimes passives et impuissantes, à essentialiser leur position de vulnérabilité et donc à les priver de toute participation volontaire à l'oppression. Par conséquent, elle ne se donne pas les moyens de comprendre comment et pourquoi, en situation d'oppression, on peut réagir non seulement par la prise de parole et par la défection, comme on l'a vu tout à l'heure, la contestation active ou bien la fuite, mais aussi par ce que Manon Garcia appelle la soumission, et ça correspondrait dans le vocabulaire d'Albert Ishmael à ce qu'il appelle la loyauté, en fait. C'est-à-dire en fait l'adaptation ou la conformité au monde tel qu'il est. L'intérêt de cette notion de soumission, qui appréhende la domination par le bas, et pas seulement par en haut, c'est alors de permettre une
permettre de comprendre une chose très importante, c'est que la domination, contrairement à ce que suggère justement Nicole-Claude Mathieu, la domination ne fait pas qu'effacer la subjectivité des opprimés, elle ne fait pas que les traiter comme des objets ou les transformer en objets, mais elle sollicite au contraire leur subjectivité, et même on peut dire qu'elle contribue à produire, à former des sujets, soumis et dociles certes, mais des sujets quand même, et des sujets qui veulent bien être soumis et dociles, et qui peuvent même s'en trouver sur le moment fort heureux. Épurer le consentement de son caractère tangent ou instable ou ambivalent, comme cherche à le faire Nicole-Claude Mathieu, devient alors contre-productif. Parce qu'en fait, la démonstration de Nicole-Claude Mathieu, elle aboutit à réserver la pertinence du consentement à des conditions sociales idéales, dans lesquelles les agents seraient pleinement autonomes, dans lesquelles, des conditions qui ne seraient pas du tout marquées par l'oppression, alors des conditions dont on peut souhaiter l'avènement futur, mais qui ne sont pas, pour beaucoup de gens, et en particulier pour beaucoup de femmes, les conditions sociales réelles. En fait, il n'y aurait de consentement que dans une société d'où la domination aurait disparu. Or, on a besoin du consentement, y compris dans nos sociétés où la domination est à loin d'avoir disparu. Mais si on dit ça, alors on est obligé de reconnaître son caractère tangent, et on ne peut pas chercher à éradiquer cette caractéristique-là. Donc, je conclus cette fois vraiment en citant à toute fin de Manon Garcia, qui fait le lien entre les réflexions qu'elle développe dans l'ouvrage, les réflexions philosophiques, et puis la question politique du consentement, c'est-à-dire pas seulement la question juridique, pas seulement la question morale, où là, elle traite de la question du consentement affirmatif ou négatif, donc je crois dont vous travaillez sur cet aspect-là aussi dans l'association. Donc là, ce qui l'intéresse, c'est la question politique du consentement sexuel, telle qu'elle a été posée à nouveau frais par le mouvement MeToo, et je pense telle que la notion d'emprise ne permet pas tellement d'aborder cette question-là, justement parce qu'elle est trop psychologique. Donc je cite le passage. Dans notre société, hommes et femmes grandissent dans un monde organisé par des normes sociales de genre qui prescrivent aux hommes l'indépendance, le courage, et aux femmes la sollicitude et la soumission. On ne s'étonne donc pas que certaines femmes se vantent de n'avoir pas porté plainte, ni dénoncé les actes de harcèlement ou d'agression dont elles avaient fait l'objet, et accusent les femmes qui dénoncent de tels actes de se victimiser. Plus encore que la consternante solidarité des agresseurs entre eux, et qui n'étonne personne, le grand ennemi d'une entente égalitaire entre les sexes, et qu'il est important d'identifier en nous et chez les autres, c'est le consentement des femmes à leur propre soumission. Donc vous aurez certainement remarqué ici l'allusion à la tribune qui avait défendu la liberté d'importuner, parue dans Le Monde en janvier 2018. Une tribune dont on peut dire qu'elle cautionnait l'érotisation de la domination, alors que pour Manon Garcia, entre autres, ce qu'il faut érotiser, c'est l'égalité, justement, plutôt que la domination. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu longue, en fait, au départ, je ne savais pas tellement comment prendre le sujet, parce que la notion d'emprise, voilà, en philo, on a du mal avec ça. Et finalement, bon, voilà. Mais si vous avez un peu de temps quand même, si vous avez des questions, des réactions, ben voilà, je suis disponible. Merci beaucoup, Marlène. C'était très, très inspirant. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça long. Je m'attendais encore plus d'ailleurs. J'étais surprise quand c'est terminé. Ouais, ah, d'accord. Ça fait quand même plus de 3 quarts d'heure oui, que je parle. Non, passionnant, merci. Merci à vous. Est-ce que vous voulez ouvrir un... Alors bon, il nous reste 5-10 minutes. Du coup, pas longtemps. Pas sur la notion d'emprise, la notion de domination, l'érotisation, puisqu'on finit sur ça, mais merci d'avoir décortiqué en tout cas la question de la domination des corps, enfin moi je lis par les corps. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de montrer comment on est à la limite aussi sur l'interprétation en fait de vécu d'expérience personnelle voilà, dans la société. Mais est-ce que vous avez des questions? Profitez-en que Marlène nous a fait cette très belle présentation passionnante. Oui, surtout, je parle juste peut-être un petit Vas-y. mot. Moi, je trouve très, très intéressante, voilà, et peut-être nécessaire, cette entrée de la notion d'emprise dans le débat public et même dans le droit. Mais c'est vrai que je pense qu'elle permet justement pas de penser la domination structurelle, le phénomène politique de la domination, et la réserve en fait à des situations
interpersonnel, éventuellement familial, pathologique, comme si le reste de la société était à l'abri de cela. Et c'est pour ça que c'est intéressant de passer à la question de la domination, parce que justement, on va prendre en compte ces modalités structurelles-là qui, dans l'emprise, en fait, passent à la trappe. Oui, je suis assez d'accord, parce que, bon, comme on en débattait tout à l'heure avec ton collègue, le fait de spécifier aussi, c'est ce que je leur expliquais, hein, des catégories d'action de public, hein, sur les femmes, bon, etc. C'est aussi gommer quelque part des inégalités de genre structurelles, dont, bon, voilà, sur la domination notamment. Et on voit bien comment sur l'emprise, c'est aussi, je pense, un travail, alors d'après ce que j'ai compris dans les collectifs militants, hein, qui sont dans le souhait de mettre à l'agenda politique, du débat sénatorial, constitutionnel, cette notion d'emprise, c'est aussi pour qualifier les faits au niveau pénal, ce que je peux très bien Ah oui, comprendre. bien C'est-à-dire qu'à un sûr. moment donné, il faut qualifier, comme pour les violences, il faut qualifier un agissement sexuel, sexiste, un comportement inapproprié, ça a une valeur juridique. Et donc, je pense que c'est en ça la démarche juridique est importante, obligatoire, et dès qu'il y aura voilà, une jurisprudence dessus, et ça, je pense que c'est voilà, un débat important, enfin, un acte important pour le coup dans notre Constitution. Par contre, effectivement, il ne faut pas que ça passe à la trappe de ce qui est structurel, quoi, de ce qui est structurel en dehors de ces cas spécifiques où on considère que la notion d'emprise, on est dans les cas extrêmes que tu as évoqués, qui sont Oui, réels, on est dans etc. les cas Et l'emprise, elle est pathologiques, aussi, on le sait, dans un quotidien, dans le monde du voilà. travail, Ouais. dans la sphère académique de l'enseignement avec des étudiants, etc. Donc, ça a un côté aussi, je pense, obligatoire, voilà, l'emprise aussi, comment dire, au niveau pénal. Et c'est vrai qu'on tombe toujours dans des actes, comme pour la déclaration sur les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que l'acte doit être vraiment grave, quoi. Voilà, Voilà. c'est-à-dire que le gradient, je Ouais. trouve, il y a un peu fort de café, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu sois une vraie victime, quoi. Hein, voilà, il ne faut pas une Voilà, alors, victime à moitié. Voilà. Sinon, ça n'a pas de valeur. Est-ce que c'est vraiment, bon, voilà, il a le droit de te parler comme ça, c'est un peu borderline, mais bon, voilà, ce n'est pas un agissement sexiste. Or, la loi ne dit pas vraiment ça, mais effectivement, on sent que dans l'emprise, il y a à nouveau ça. Et effectivement, les cas extrêmes, voilà, il faut que ce soit inscrit dans la loi, dénoncé, etc. Mais c'est vrai que les contours, on voit bien qu'on est sur des faits graves, quoi, et pénalement, en tout cas, qui peuvent passer au pénal, quoi. Voilà. Ouais, et ce qui est intéressant, je pense, du coup, aussi avec la domination, c'est de faire en sorte justement que ces cas graves ne soient pas non plus l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que dans les situations plus ordinaires de consentement, voilà, dans des relations amoureuses, affectives, ou enfin voilà, ordinaires, pas amoureuses d'ailleurs, mais ces modalités érotiques possibles, on ne dit pas non juste parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de dire non, que c'est normal en fait de dire oui. Et là, l'emprise, il n'y a pas forcément une relation d'emprise, on s'est peut-être rencontrés il y a 5 minutes, enfin voilà, ou il y a 15 jours, mais néanmoins, et là c'est le contexte structurel de domination qui permet de comprendre que le consentement peut poser problème, pose problème là aussi, ou le refus du consentement en fait, qu'on ne parvient pas à exprimer. Alors qu'évidemment, il n'y a pas l'emprise, mais néanmoins, il y a la relation de domination qui fait que cette zone du consentement est si souvent une zone grise, si souvent difficile à faire respecter ou à exprimer, y compris dans des relations ordinaires qui ne vont pas du tout rentrer dans ce cadre pathologique de l'emprise, en fait. Oui. Vous savez, avec Marlène, on peut parler des heures, mais allez-y si vous voulez intervenir avant qu'on passe à la session sur le témoin actif, mais allez-y, il faut nous interrompre. Mais, non, mais j'ai assommé tout le monde. non, mais absolument pas. Non, c'est un sujet. Parce que, effectivement, non, ça nous si je peux concerne me permettre, ouais, si tous. je peux me permettre, Sophie. Oui, oui, bien sûr. C'est un sujet, c'est complexe en fait, vous l'avez abordé. C'est que c'est des zones floues, c'est des zones, on parle d'un moment de psychologie, ensuite on est dans le pénal, et ces deux mondes voilà, qui sont assez différents. L'un a besoin de faits, de choses concrètes, l'autre, voilà, c'est plus une analyse ou autre. Et c'est très compliqué, même nous, de s'interroger sur ces questions de domination. Pour certains, ben oui, du moment qu'il y a ce lien, en fait, il y a domination derrière, mais pas forcément. Enfin, c'est compliqué quand même. Ça ne donne pas forcément de l'emprise. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations qu'on peut expliquer par la domination, mais pas forcément dans l'emprise. Et alors que sans doute, c'est comme traiter le problème de fond aussi de la domination, c'est aussi par exemple la question de la culture du viol, qui fait qu'en effet, il peut y avoir ensuite des conduites d'emprise qui vont d'une certaine façon bénéficier de cette culture du viol, et que
voilà, peut-être l'enseignement, c'est ça, c'est que c'est l'importance qu'a pris cette notion d'emprise qui est en soi voilà, louable, ne doit pas justement nous amener à, voilà, à escamoter la question politique de la domination qui en fait fonctionne avec elle. Ben voilà, c'était le mot de la fin, Marlène. Parfait.